Mesdames et messieurs, bon après-midi à vous tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de 15h. Voici les titres. Présidence, palais diplomatique, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de 5 ambassadeurs. Également, dans l'actualité étrangère, une participation en recul pour un scrutin apaisé en Centrafrique. Merci de nous rejoindre. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités à Djibouti. Le palais diplomatique au palais présidentiel a démarré par l'audience accordée au nouveau ambassadeur de la République fédérale et démocratique Éthiopie, M. Chamebo Fidamo Adebo, avec résidence à Djibouti. Lors de sa prestation de ce lettre de créance, l'ambassadeur d'Éthiopie a indiqué qu'il s'attacherait à promouvoir et approfondir les relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays dans tous les domaines. Au cours de leur entretien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le nouvel ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier, a indiqué le nouveau ambassadeur, Votre Excellence, de me recevoir dans un si court de laps de temps. Je suis dûment affecté par Dr Meletu Tesmo, président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, pour servir d'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de la République fédérale d'Éthiopie à la République de Djibouti. Je suis chargé, Monsieur, par le directeur Meletu Tesmo, de présenter ses salutations cordiales et bien-être personnel où Votre Excellence et ses meilleurs vœux au peuple frère de Djibouti et à vivre dans la paix, l'harmonie et la prospérité. Votre Excellence, je suis très heureux d'être affecté comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie à la République de Djibouti, à ces points dans le temps lorsque les deux pays jouissent d'un excellent de relations bilatérales et l'intégration des économies des deux nations va dans la bonne direction. À Votre Excellence, je suis accordé une attention particulière pour réaliser votre vision des excellences intégrer les économies des deux pays frères. Votre Excellence, au cours de mon mandat, je vais travailler dur pour renforcer les excellentes relations bilatérales qui existent entre nos deux pays frères, afin que les citoyens de deux pays bénéficieront des fruits de la relation cordiale et mutuellement bénéfique. Votre Excellence, une fois encore, je voudrais profiter de cette occasion pour vous et vos responsables gouvernementaux remercier pour l'accueil chaleureux qui m'a été depuis mon arrivée dans cette belle ville de Djibouti. Puis le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le nouvel ambassadeur de l'Union des Comores accrédité à Djibouti. Ces diplomates non résidents est M. Azamouni Youssouf Moudaha Sharif. Au cours de son audience, l'ambassadeur de l'Union des Comores a parlé des liens de coopération existants entre Djibouti et l'Union des Comores, ainsi que des voies et moyens de développer davantage. Ensuite, c'était au tour du nouvel ambassadeur du Togo. Ambassadeur extraordinaire de la République togolaise. Ensuite, c'était au tour du nouvel ambassadeur du Togo, M. Nolaki Ekbo, de remettre ses lettres de créance au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, en qualité d'ambassadeur du Togo non résident. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de cette audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et de la conseillère diplomatique du président, Madame Fadhiya Jama. Youssouf Mondoha, ambassadeur de l'Union des Comores auprès de la République de Djibouti. Au nom de son Excellence, Monsieur le Dr
Loutonine m'a chargé de vous transmettre des lettres de créance m'accréditant comme ambassadeur auprès de la République de Djibouti. C'était ensuite au tour du nouvel ambassadeur de Nance apostolique, l'évêque Louise Bianco, de remettre ses lettres de créance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Plaisir de vous remettre aujourd'hui les cartes de créance. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et la conseillère du président de la République pour les affaires diplomatiques, Mme Fadhiya Jamaoudi. De notre président fédéral de la République d'Autriche, M. Heinz Fischer, et souhaiter tout le bonheur, le succès et tout ce que vous méritez. En dernier lieu, le nouvel ambassadeur de la République d'Autriche, M. Andrés Milan, a remis ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur non résident accrédité à Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue au nouveau ambassadeur de la République d'Autriche, M. András Milan. Ensuite, le chef de l'État et le nouvel ambassadeur se sont convenus d'approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Le nouvel ambassadeur d'Autriche était accompagné par le consul honoraire d'Autriche à Djibouti, M. Dalarou. Ont insisté à l'audience le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et la conseillère du président, Fadhiya Jamaoudi. Lettre de créance, parmi laquelle Sa Sainteté, le pape François, m'a nommé nonce apostolique dans la République de Djibouti, ainsi comme les lettres de rappel de mon prédécesseur. Et concernant l'élection présidentielle de 8 avril prochain, le président de l'USN, M. Ahmed Youssouf Ahmed, a publié un communiqué de presse annonçant que le Haut Conseil de l'USN a désigné lors d'une réunion présidée par lui-même le 13 février cette année, M. Omar Elmi Khere, comme candidat officiel de l'USN pour la prochaine élection présidentielle de 8 avril. Le communiqué ajoute qu'aucune autre personne ne pourra concourir à cette élection au nom de l'Union nationale, l'USN. Fin de citation. Les parlementaires de l'Union africaine UPA ont tenu ce matin leur seconde conférence à Djibouti. Ces assises se déroulent dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Cette deuxième conférence de l'Union des parlementaires africains s'est ouverte sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Cette conférence se poursuivra jusqu'à demain afin de débattre du problème de l'immigration de jeunes. Le thème consacré était la contribution des migrants africains au développement du pays d'origine et de destination. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UPA, M. Nzi Kofi, de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Mme Valérie Clef, de la chef de la mission et directrice du bureau spécial de liaison de l'Organisation internationale pour les migrations OIM auprès de l'Union africaine, Mme Maureen Ashin, ainsi que de nombreuses délégations des parlementaires africains, de représentants d'organisations internationales ou des agences oniciennes, ainsi que des invités venus en tant qu'observateurs. La conférence a réuni également les membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed et un grand nombre de parlementaires djiboutiens, ainsi que les représentants du corps diplomatique en poste à Djibouti.
Tous suivront le débat sur les drames humains, les conséquences et l'impact de l'immigration vers l'Europe ou les pays du Golfe. Rappelons qu'une conférence de parlementaires africains sur ce thème s'est tenue en mai 2008 à Rabat avec pour titre Afrique et migration, défis et solutions. Dans son mot d'ouverture lors de cette conférence, le secrétaire général de l'UPA, M. Nzi Kofi, s'est tout d'abord réjoui de l'organisation de cette deuxième conférence des parlementaires africains sur le sol djiboutien. Il a rappelé que le phénomène de la migration renvoie entre autres aux questions liées au chômage de jeunes et à la pauvreté. Il y a un lien intrinsèque entre l'immigration et le développement. Des exemples positifs que l'on peut citer sont le volume de transfert de fonds qui proviennent de migration, contribution à l'amélioration des conditions de vie des familles dans les pays d'origine. Les formations acquises peuvent représenter un atout considérable pour le développement du pays. Les investissements réalisés par la diaspora dans le pays d'origine constituent également des réalisations importantes créatrices d'emplois. As we all know, migration is a powerful manifestation of an individual's right to development. Le président de l'Assemblée nationale a évoqué dans son discours que le conflit armé, les guerres civiles, les bilans de morts, les souffrances sont les réalités qui provoquent l'immigration. On l'écoute. Comme nous le savons tous, les thèmes de notre conférence animent tous les débats de par le monde. Les migrations ne sont pas un phénomène nouveau puisque depuis la préhistoire, les hommes se sont déplacés à travers le monde. Mais aujourd'hui, les conflits armés, les guerres civiles constituent la réalité la plus cruelle de notre époque. Le bilan des morts, des souffrances, des blessures, des déplacements de personnes, des atteintes à l'environnement, des destructions de biens qu'entraînent inévitablement les guerres sont terrifiantes. Cette réalité provoque la migration. À cela s'ajoute aussi l'exode rural et c'est pourquoi aujourd'hui la migration a atteint un niveau sans précédent. L'organisation de cette conférence africaine sur les migrations est d'une importance capitale et se tient au moment même où on observe dans le monde un afflux massif de migrants en partance vers l'Europe. La République de Djibouti a toujours été confrontée à cette problématique de flux migratoires. Elle accueille et a toujours accueilli sur son sol les réfugiés issus des pays limitrophes en faisant preuve de solidarité à leur égard depuis son accession à l'indépendance et à la souveraineté nationale de 1977 à nos jours. Notre pays abrite depuis 1991 sur son territoire des populations fuyant la misère et les conflits. Actuellement, Djibouti accueille plusieurs milliers d'apatrides, en majorité de réfugiés somaliens, en provenance surtout de la Somalie, en raison de la guerre civile touchant ce pays, lesquels sont répartis depuis plus de 2 décennies dans les camps d'Aliadé et de Holhol. Notre République est un des seuls pays de la région à accueillir sur son sol des réfugiés fuyant les violences. Suite au conflit sévissant au Yémen, des milliers de migrants et de réfugiés yéménites ont été accueillis et installés au camp de Markazi à Obok, au nord du pays. D'autres migrants, surtout des Éthiopiens et des Somaliens, ont fait de notre pays un pays de transit pour migrer vers d'autres pays comme le pays du Golfe arabique. Fidèles à ces engagements internationaux et en les honorant pleinement au nom des valeurs de partage et de solidarité qui fondent sa société et grâce à la politique de sagesse du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la générosité et à l'esprit de solidarité du peuple djiboutien, notre pays joue un rôle crucial, important dans l'accueil et l'aide accordée aux réfugiés se trouvant sur le sol djiboutien, et ce, malgré des moyens et des ressources financières limitées.
Également dans l'actualité, une réunion de travail sur l'habitat de demain et les projets d'investissement en matière de construction et de logement a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un programme visant à améliorer l'habitat. Il a pour ambition de faire de Djibouti une ville avec zéro bidonville. Ces programmes visent à permettre un accès à logement décent à tout citoyen et tout ménage dans un futur proche. Les habitations de fortune ou bidonvilles seront progressivement démantelées. L'on doit également penser aux autres infrastructures telles que les routes, la voirie, l'électrification. Cet atelier de réflexion sur ce thème a été dirigé par le ministre des Finances et de l'Économie, Ilyas Moussa Doualé, et a vu la participation des membres du gouvernement ainsi que de représentants de différents départements ministériels concernés par ces projets. Ces programmes visent aussi à améliorer les conditions de vie de la population le plus défavorisée de la capitale. Également dans l'actualité, un comité des projets des câbles sous-marins appelé DAR s'est réuni ce matin à Campeski pour discuter de la confirmation finale et la répartition des capacités sur le câble DAR. Les opérateurs de la région somaliens et kenyans sont venus à Djibouti pour confirmer leur niveau de participation financière. L'intérêt de ces projets a été confié par des opérateurs tanzaniens tels que Zambani, rappelant de ces projets prévisionnels est de 140 millions de dollars. D'une capacité de 20 thérapies, les câbles d'art visent à répondre d'une part aux besoins croissants en trafic IP de notre région et d'accélérer l'intégration économique de nos pays d'autre part. Lors de l'ouverture de la réunion qui s'est déroulée ce matin, le directeur général du Djibouti Telecom, Mohamed Assoubou, a tenu un discours rappelant que les câbles sous-marins jouent un rôle majeur dans la sous-région. À tous les membres du consortium d'Air et aux consultants Action pour le travail, pour le remarquable travail accompli depuis le lancement du projet en avril 2015. La réunion du CNMA Group et les travaux du Steering Committee vont nous permettre d'optimiser la configuration technique du câble d'air et de prendre des décisions importantes afin de poursuivre les négociations avec les fournisseurs. Mesdames et messieurs, permettez-moi encore une fois d'insister sur l'importance du projet d'air, qui constitue sans aucun doute une opportunité pour tous les opérateurs de la région. Espoir à présent et pour les Jeux nationaux de la jeunesse. Les différentes compétitions dans 8 disciplines retenues se poursuivent dans le cadre de la phase finale des Jeux nationaux de la jeunesse. Hier, ce fut la discipline de tennis de table par équipe qui fut disputée au stade Goulette. Pour ces disciplines, c'est les finalistes dans les catégories féminin et masculin qui se sont affrontés, à savoir Boulaous contre Belbela et Boulaous contre Dikil. Rappelons qu'à l'issue de cette phase finale, la commune ou la région qui aura récolté le maximum de points se verra attribuer une récompense de 10 millions. Dans la journée d'hier, les gendarmes du poste de Lagassal, renforcés par ceux de la gendarmerie mobile, ont conjointement mené une opération de ratissage dans le secteur de l'État. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 156 migrants d'origine éthiopienne désirant tous se rendre dans le pays du Golfe. Ces derniers étaient très affaiblis par la faim et la soif. Une assistance humanitaire en nourriture et en eau a été fournie à ces migrants. Ces migrants ont été reconduits aujourd'hui, le 15 février, à la frontière de Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. La gendarmerie est la force au premier plan en matière d'assistance à la population de placement, car celle-ci se trouve sur tous les schémas empruntés par les migrants. Rien que ces dernières années, la gendarmerie a reconduit à leur pays plus de 25 000 migrants. Dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Atpara Aramis Ali, survenu ce matin à l'hôpital Pelletier suite à une longue maladie. Né à Randa en 1959, le défunt a fait sa carrière à l'EDD et laisse derrière lui une veuve et 7 enfants, dont 3 filles et 4 garçons, et une famille nombreuse vivant à Tajora et Randa. Ancien président de l'Union pour le développement culturel IDC et membre du FRUT, il a été apprécié par de nombreux Djiboutiens
Pour sa gentillesse et sa forte caractère, le défunt Adbar Aramis a été un des premiers jeunes militants de l'indépendance qui avait mené des actions d'éclat contre le colonialisme de sa tendre jeunesse à Tadjoura et à Djibouti. La direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances le plus attristées à toute sa famille et prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Amen. Passons à présent à l'actualité à travers le monde. En Centrafrique s'est déroulé hier le second tour du scrutin de la présidentielle qui a opposé deux anciens premiers ministres, Ancis Georges Dogley et Vestin Archange Touadéra. Le taux de participation est toutefois reste faible. Un commentaire d'Idriss Daoud. Aduta. Des millions d'électeurs centrafricains étaient appelés à voter hier pour le second tour de la présidentielle. Les votes s'est déroulé dans le calme. Les électeurs étaient appelés à choisir entre des anciens premiers ministres Anicet Georges Doligele et Faustin Archange Touadéra. Le vainqueur de cette présidentielle devra surtout s'atteler à sortir les pays des 3 ans des violences intercommunautaires. Le résultat de ces scrutins ne devrait être connu que début mars. À noter toutefois que les bureaux de vote n'ont pas connu l'affluence du premier tour qui a eu lieu le 30 décembre dernier. Certains bureaux de vote sont restés quasiment déserts, a indiqué un témoin. Pour la présidente de l'autorité nationale des élections, Marie-Madeleine, le scrutin s'est globalement bien déroulé, sauf quelques soucis dans certains bureaux de vote où des électeurs ont été refoulés pour défaut d'inscription sur les listes ou non-présentation d'une pièce d'identité originale. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, s'est réjoui de la tenue du second tour de l'élection présidentielle. Il s'agit selon lui d'une avancée déterminante pour le pays et la région. L'ancien Premier ministre devenu chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a appelé l'ensemble des acteurs politiques à attendre dans le calme la publication des résultats. Dans le cadre de l'opération baptisée Sangari, les forces françaises étaient les premières à intervenir en Centrafrique après les sanglants affrontements ayant opposé les miliciens musulmans Seleka et chrétiens anti-Balaka. Puis une force de maintien des pays africains, la MINUSCA, a été dépêchée par les Nations Unies. Elle est forte de quelques 10 000 hommes. Cette force ont été mobilisées pour assurer la sécurité du pays et le déroulement du vote notamment. La République centrafricaine connaît à présent une période d'accalmie. En Afghanistan, l'année 2015 a été la plus meurtrière où l'on a dénombré plus de 11 000 morts et blessés. Les civils ayant payé le plus lourd prix. Encore une fois avec Idriss Aduita. 2015 est inscrit comme étant l'année la plus meurtrière pour les civils en Afghanistan depuis l'intervention américaine et les soutiens des pays de l'OTAN. Selon un décompte des Nations Unies, 3500 civils ont été tués et 7500 autres ont été blessés dans les combats, les bombardements ou les actions de la guérilla. Les forces de l'OTAN et de sécurité afghanes sont aux prises avec l'insurrection talibane. Les forces américaines étaient intervenues en Afghanistan en 2002, puis après les attentats du 11 septembre 2001. Selon Danielle Bell, directrice du programme des Nations Unies pour les droits de l'homme en Afghanistan, les opérations au sol et les bombardements aériens ont tué et blessé les plus de civils, suivis par les engins explosifs artisanaux et les attaques suicides. Ces techniques, en plus des assassinats ciblés, ont compté pour un total de 90% des victimes civiles. La hausse récente du nombre de victimes civiles, plus 4% de 2014 à 2015, correspond malheureusement au départ des troupes de combat de l'OTAN d'Afghanistan. Autre statistique très dure, une victime du conflit sur 4 a été un enfant en 2015. C'est tout pour ce journal. Restez avec nous dans un instant, le focus du jour. L'ONEAT informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de décembre et janvier sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, d'Ambouli, de Balbala et des régions. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours. Au-delà du 29 février 2016, une campagne de coupure systématique sera mise en place. Enregistrez votre numéro de portable au guichet pour recevoir votre facture par SMS. Malgré nos multiples messages et campagnes de sensibilisation, nous constatons avec désarroi que ces agissements perdurent. Nous faisons une nouvelle fois appel à votre vigilance et à votre sens du civisme pour que ces ouvrages ne soient pas obstrués, afin que votre milieu demeure salubre et que vous préservez votre santé. Ces ouvrages vous appartiennent, ce réseau vous appartient, c'est votre hygiène, c'est votre milieu, c'est votre santé, préservez-le.
Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Pour marquer sa confiance, Toyota Motor Corporation vient d'accorder à Marine Automotive la possibilité d'étendre la garantie à tous ses modèles. Elle était de 20 000 km ou 15 mois et passera à 24 mois ou 25 000 km. Ceci a pu être réalisé car 100% de nos personnels sont certifiés Toyota. Avec des équipements modernes et de qualité, une infrastructure adaptée aux exigences. Nous revoilà, mesdames et messieurs, pour le focus du jour. Avec nous, Idriss Adoïta. Bonjour Idriss. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui comme focus? Merci à vous. Mon premier sujet portera sur les Pakistan, la réouverture sous tension d'université après une attaque des talibans. Une université pakistanaise a rouvert ses portes ce lundi sous haute sécurité et dans un climat tendu. Un mois après une attaque des talibans qui avait fait 21 morts sur son campus. L'université Bashan Khan des Sharzada nord-ouest avait été attaquée à l'aube de janvier par 4 hommes armés qui avaient massacré 21 personnes avant d'être eux-mêmes abattus par les forces de l'ordre. Une faction des talibans pakistanais avait revendiqué l'attaque et promis de s'en prendre à d'autres établissements scolaires dans tout le pays. L'attentat avait fait voler en éclats le relatif sentiment de sécurité qui commençait à revenir dans cette région troublée du Pakistan un an après l'attaque d'une école de Peshawar au cours de laquelle plus de 150 personnes avaient péri, pour la plupart des enfants. Et le vice-président de l'université Fazal Rahim Marwat a déclaré qu'il était très heureux d'annoncer que l'université a rouvert aujourd'hui avec un dispositif de sécurité très strict. De son côté, un professeur Iftikhar Alam a souligné qu'il démarrait les cours aujourd'hui pour dire clairement au monde qu'ils étaient prêts à vaincre les ennemis et ceux qui veulent plonger le Pakistan dans l'obscurité et l'illettrisme. La politique et des commandos d'élite se sont déployés lundi matin sur les toits et autour de l'université. Les étudiants étaient fouillés et leurs affaires scannées à l'entrée. Les rumeurs des nouvelles attaques se font multiplier au Pakistan depuis les événements de Sharzada, sémant la panique chez les parents d'enfants scolarisés et poussant plusieurs établissements à fermer leurs portes. Une université pour jeunes filles de Rawalpindi, dans le nord, a ainsi évacué des centaines d'étudiants dans la semaine dernière après un échange de tirs entre la police et des voleurs des voitures à proximité. Et pour mon deuxième sujet, c'est la route chinoise, c'est la route des soies. Un train chinois arrivé en Iran fait revivre la route de la soie. Un train de marchandises en provenance de Chine est arrivé ce lundi à Téhéran après avoir emprunté l'itinéraire de l'ancienne route de la soie qui relie l'Asie à l'Europe, ont rapporté les médias iraniens. Avec l'arrivée du premier train en provenance de Chine, nous assistons à la renaissance de la route de la soie, s'est réjoui le chef de la compagnie nationale ferroviaire d'Iran, Mohsen Pourchayed, cité par l'agence de la télévision d'État iranienne. Selon la compagnie ferroviaire de l'Iran, les lignes de chemin de fer existaient déjà sur ce trajet, mais ce voyage a été rendu possible par la volonté des deux pays de renforcer la relation économique. Lors d'une cérémonie des hangars de Téhéran à l'arrivée du train, le responsable iranien a précisé que les trajets de 10 400 km entre l'Est de la Chine et Téhéran, via le Kazakhstan et Turkménistan, avaient duré moins de 14 jours.
Selon lui, ce trajet a permis de gagner 30 jours sur la route maritime entre les ports chinois de Shanghai et iraniens de Bandar Abbas. Les trains qui doivent effectuer dans un premier temps les trajets une fois par mois et poursuivra à terme sa route vers l'Europe, comme le faisait la mythique route de la soie transportée 30 containers de marchandises. Ces voyages ferroviaires entre la Chine et l'Iran est sans précédent selon Mohsen Mourchayed Agay. Il intervient moins d'un mois après la visite en Iran du président chinois Xi Jinping, la première dans ce pays depuis 14 ans. La Chine est le principal partenaire commercial de l'Iran. Après la levée des sanctions internationales contre Téhéran mi-janvier à la suite d'un accord sur le programme nucléaire iranien avec les grandes puissances, dont la Chine, les deux pays entendent le développer encore plus. Téhéran et Pékin veulent porter leur échange à 600 milliards de dollars d'ici 10 ans contre environ 50 milliards actuellement. La route de la soie fait, alors des pistes, a permis de transporter pendant des siècles les marchandises dans les principaux tissus entre l'Asie et l'Europe. Merci beaucoup, Idriss Adouita. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était le journal de la rédaction. Restez avec nous, le programme continue.